Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, où que vous soyez. C'est Hervé Chezeville à l'antenne. Je suis heureux, comme chaque semaine, de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Depuis des années, sur ces ondes, comme dans mes articles, dans mes livres, dans mes vidéos, je dénonce la gangrène islamiste, souvent associée au terrorisme, en France et ailleurs. Je l'ai fait dans mes émissions de radio, je l'ai fait dans mes prêches dans le désert, paru en 2017 et réédité cette année, et j'ai récidivé dans mes nouveaux prêches dans le désert, paru le mois dernier. Je n'ai de cesse de dénoncer le péril islamiste qui gagne du terrain, en France et ailleurs dans le monde. Je dénonce aussi, parfois avec virulence, la complaisance, voire la lâcheté de certains élus au niveau local, régional et national, qui, pour s'assurer de quelques voix supplémentaires lors des élections, multiplient les concessions. Concessions qui peuvent paraître, sur le moment, insignifiantes, mais qui constituent autant de petites victoires pour les associations et autres fondations islamistes qui, partout en France, multiplient les demandes, que dis-je, les pressions pour obtenir ici des horaires spéciaux à la piscine, là des menus halal à la cantine, et là-bas des subventions pour leur association soi-disant culturelle, demandes qui, bien souvent, dissimulent très mal le projet d'ouvrir une énième mosquée. François Pupponi, ancien maire de Sarcelles, dans la région parisienne, a merveilleusement bien décrit ce processus dans son livre « Les Émirats de la République, comment les islamistes prennent possession de la banlieue », publié cette année aux éditions du Cerf. La lecture de ce livre est édifiante. On sent l'indignation de cet ancien maire, qui est toujours député de sa circonscription. J'ai senti aussi en lisant ce livre son désespoir devant une bataille qui semble être perdue du fait des lâchetés et des complaisances qu'il dénonce également dans son livre. Donc je recommande vraiment la lecture de ce livre écrit par François Pupponi, qui est d'ailleurs d'origine corse. Vendredi 16 octobre, un ignoble assassinat a été commis à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, sur la personne d'un professeur d'histoire qui ne faisait que son travail. Malheureusement, il ne s'agissait pas du premier meurtre commis en France par un islamiste. Longue, très longue, est la liste des victimes de la folie meurtrière de ces individus qui croient avoir reçu un mandat divin pour assassiner. Il ne s'agissait pas non plus du premier meurtre d'un enseignant, contrairement à ce qu'ont affirmé la plupart des grands médias français. En effet, le 19 mars 2012, à Toulouse, un petit voyou de 23 ans, né dans cette ville, je me refuse à citer le nom de cet individu, un nom que nous devrions tous effacer de nos mémoires. Cet individu, donc, ce petit voyou, assassinait de sang-froid un professeur et ses deux enfants à l'école Otsar Hatorah. Comble de l'ignominie, l'assassin a même filmé ses crimes grâce à une caméra fixée sur son casque de moto. Au total, en quelques jours,
cet individu a assassiné 7 personnes, dont 3 enfants. Il n'en connaissait aucun. Leur seul tort à ces victimes était d'être soit des militaires, soit des juifs. À l'époque, la France avait été submergée d'émotions, émotions bien vite oubliées, puisque vendredi dernier, les Français pensaient que c'était la première fois qu'on s'en prenait à un enseignant. Est-ce que c'est parce que le précédent de cet enseignant de Toulouse concernait un enseignant juif qu'on ne le considère pas comme un véritable enseignant? Est-ce que le fait d'être juif pouvait en quelque sorte en faire une cible légitime, alors que l'enseignant de Conflans-Sainte-Honorine, je ne sais pas quelle était sa confession, aurait été une victime innocente? Non, pour ma part, je ne fais pas de différence entre ces deux assassinats, qui sont aussi ignobles l'un que l'autre, et qui doivent être condamnés avec la même vigueur. Il ne s'agissait pas non plus, à Conflans-Sainte-Honorine, de la première décapitation commise par un islamiste, puisque, là aussi on l'a oublié, semble-t-il, le 26 juin 2015, à Saint-Quentin-Falavier, dans l'Isère, un chef d'entreprise de 54 ans était assassiné et décapité par un chauffeur-livreur de 35 ans, dont je préfère là aussi taire le nom. Cela aussi, nos grands médias semblaient l'avoir oublié lorsqu'ils se sont indignés de la sordide décapitation de ce malheureux professeur d'histoire du collège de Conflans-Sainte-Honorine. Malgré ces précédents, malgré les tueries de Charlie Hebdo, du Bataclan, des terrasses parisiennes et de bien d'autres, rien n'a été fait, ou si peu, pour endiguer, pour maîtriser le fléau islamiste. Chaque fois, les réactions sont les mêmes. Discours, émotions, fleurs, bougies allumées, manifestations, appel à l'unité nationale, que sais-je encore. Depuis la tragédie de Conflans-Sainte-Honorine, le président Macron a su trouver le ton et les mots justes dans ses différentes interventions pour dénoncer le terrorisme islamiste qui venait de se manifester à nouveau dans toute son horreur. Mais cette prise de conscience et ce changement de langage chez Emmanuel Macron sont un peu tardifs. Comme je l'ai indiqué, nous sommes quelques-uns à avoir tiré la sonnette d'alarme avec les mêmes mots depuis des années, au risque de nous faire accuser de racisme ou d'islamophobie, un mot et un concept inventés par les islamistes pour stigmatiser ceux qui osent remettre en question leurs actions et leur conception rétrograde de l'islam. S'il est un tant soit peu réconfortant d'entendre les mots utilisés par le président, je ne peux que déplorer le temps perdu depuis tant d'années. Je ne peux que me souvenir des propos tout aussi vigoureux tenus à l'époque, en 2015, par le président François Hollande, par le Premier ministre Manuel Valls. Mais depuis, combien de mosquées ou salles de prière radicales ont été fermées? Combien d'islamistes ou de prêcheurs radicaux ont été expulsés?
Est-il encore temps de réagir? Si oui, encore faudrait-il que les mots utilisés par le président Macron se traduisent rapidement, très rapidement, en actes. Les semaines qui viennent nous montreront si les paroles présidentielles seront suivies par des actions claires et déterminées, ou si, comme pour celles du président Hollande et du Premier ministre Valls, elles ne seront encore une fois que du vent. Et ce n'est pas la fermeture temporaire d'une mosquée radicalisée à Pantin qui réussira à nous convaincre qu'il y a vraiment eu un changement de cap. Que signifie en effet une fermeture pour 6 mois seulement? Une fermeture que l'association islamiste qui contrôle cette mosquée va d'ailleurs s'empresser de contester devant les tribunaux, qui très certainement vont lui donner raison. Les associations islamistes connaissent très bien le droit et savent à merveille utiliser l'arsenal juridique que notre législation, que notre démocratie met à leur disposition. En 2015, je me souviens avoir défilé avec tant d'autres, avec un écriteau « Je suis Charlie », même si la vulgarité et la grossièreté de Charlie Hebdo m'avaient toujours écœuré. On l'aura compris, je ne suis pas un lecteur de Charlie, mais je suis partisan de la liberté, toute la liberté, même celle de blasphémer. Je ne partagerai donc pas ces fameuses caricatures, tout en soutenant le droit de tout un chacun de le faire. L'heure n'est plus aux fleurs et aux bougies, l'heure est à l'action. Quelle action ou quelles actions, puisqu'il faut en conduire plusieurs actions sur plusieurs fronts. Il conviendrait de fermer les mosquées et les salles de prière où il y a des incitations à la haine. Il conviendrait aussi d'expulser les imams étrangers extrémistes, auxquels on n'aurait jamais dû accorder de visa d'ailleurs. Il faudrait déchoir de leur nationalité française tous les islamistes binationaux condamnés. Je me souviens que le président Hollande avait promis de le faire, mais il a dû reculer devant l'indignation des bien-pensants, lesquels bien-pensants osaient rappeler les précédents de déchéance de nationalité qui étaient le fait de l'État français, c'est-à-dire du régime du maréchal Pétain durant les heures sombres de l'occupation. Comment peut-on comparer les deux situations? À l'époque, la France était agressée par la barbarie nazie, elle n'était pas agressée par les Juifs. À situation exceptionnelle, il faut prendre des mesures exceptionnelles tout en respectant bien sûr les droits humains. Et la déchéance de nationalité est possible lorsqu'il s'agit de binationaux. Il conviendrait aussi de ne plus jamais faire de concessions au sujet des piscines, des cantines et autres lieux. Il faudrait aussi expulser les islamistes en situation irrégulière. Pourquoi en effet conserver des islamistes étrangers en situation irrégulière de surcroît sur le territoire? Certains sont même, après leur sortie de prison, hébergés aux frais de la République dans certains départements. Il faudrait aussi, et surtout peut-être, reprendre le contrôle des quartiers dits sensibles. En même temps que l'on ferait face frontalement au péril islamiste, cela permettrait aussi de lutter contre les trafics en tout genre, drogue, armes, cigarettes et autres, qui sont des phénomènes bien souvent liés au terrorisme islamiste. Tels sont, à mon humble avis,
les quelques mesures fortes qu'il conviendrait de prendre d'urgence, après les paroles fortes du président Macron. Si rien ne devait venir très vite, alors les dites paroles auraient été inutiles, comme l'avaient été celles du président Hollande, et les islamistes auraient une fois de plus gagné. Et on retomberait dans la léthargie et dans l'oubli jusqu'au prochain drame, peut-être encore plus ignoble que celui qui vient d'être commis à Conflans-Sainte-Honorine. Je voudrais maintenant revenir sur ce qui est en train de se passer au Caucase. Le sujet n'est pas complètement sans lien avec celui que je viens d'aborder, car la guerre qui a été déclenchée au Caucase l'a été sur l'incitation de la Turquie, qui est elle-même dirigée par un président islamiste, le président Erdogan. Le même président, d'ailleurs, finance, soutient des organisations islamistes d'origine turque sur le territoire français et ainsi que sur le territoire allemand et néerlandais et peut-être ailleurs. C'est donc un peu le même combat qu'il s'agit de mener en France comme au Caucase. Au Caucase, donc, la guerre continue à faire rage. 2 tentatives de cessez-le-feu ont échoué. Sur le terrain, il n'y a pas d'avancée spectaculaire, malgré l'énorme supériorité de l'Azerbaïdjan en armement et en aviation. Mais des 2 côtés, il y a des victimes civiles, du fait de bombardements aveugles de villes. Stepanakert, la capitale de l'Artsakh, c'est-à-dire du Haut-Karabakh, subit chaque jour, et parfois même chaque nuit, des bombardements azéris. L'hôpital a été touché, ainsi que la cathédrale. S'il est un aspect de ce conflit qui me désole particulièrement, c'est le soutien d'Israël au pays agresseur, l'Azerbaïdjan. Israël semble aveuglé par son conflit avec l'Iran. Et Israël a certainement de bonnes raisons géostratégiques de soutenir son allié musulman, l'Azerbaïdjan, voisin de l'Iran. Cependant, en soutenant l'Azerbaïdjan, agresseur de l'Artsakh arménien, Israël risque de perdre son âme. Tant le peuple juif que le peuple arménien ont en effet souffert l'indicible et ont tous deux été menacés d'extermination, les uns par les nazis allemands, les autres par les Turcs ottomans. Ces passés douloureux devraient faire de ces 2 peuples des alliés indéfectibles. Malheureusement, le gouvernement israélien soutient l'Azerbaïdjan contre l'Arménie et fournit à l'agresseur des armes sophistiquées, telles que des drones, qui tuent des civils en Artsakh. Ami d'Israël et de son peuple, je tiens à affirmer mon soutien au peuple arménien de l'Artsakh et à son droit à l'autodétermination. Trop longtemps, je suis resté silencieux au sujet du soutien d'Israël au régime meurtrier de Paul Kagame au Rwanda. La guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan m'a convaincu qu'il était temps de rompre ce silence, tout en restant très attaché à la légitimité de l'État d'Israël et à son droit d'exister dans la paix et dans la sécurité. Pour finir, je voudrais donner des nouvelles de Aubin, ce jeune garçon congolais albinos que nous avons tenté de mettre en sécurité et à qui nous avons tenté de permettre de retourner à l'école et de suivre une scolarité dans des conditions à peu près normales. Je suis heureux d'annoncer qu'Aubin a pu retourner à l'école lors de la rentrée qui a eu lieu à Bukavu
dans l'est de la République démocratique du Congo, lundi 12 octobre. Mais pour lui permettre de suivre cette année scolaire dans de bonnes conditions et jusqu'à son terme, nous continuons à avoir besoin de votre solidarité, chers auditeurs. Ce ne sont pas des sommes énormes qui sont en jeu. Quelques centaines de dollars, centaines d'euros, permettront à Aubin d'arriver au terme de cette année scolaire 2020-2021 et peut-être aussi de poursuivre l'année prochaine. Lors d'une émission précédente, j'avais indiqué qu'Aubin a de bons résultats et pourtant il vient de très loin. Il était quasiment analphabète et avait suivi et n'avait, pour ainsi dire, pas été scolarisé avant qu'on le mette à l'abri et qu'on lui permette de retourner à l'école pour y suivre une scolarité régulière. Il a fait des progrès énormes, il est plein de bonne volonté pour étudier et j'aimerais que nous puissions continuer à l'encourager dans cette voie, car seule l'éducation lui permettra de s'élever et aussi de se mettre à l'abri dans l'avenir, à l'abri chez lui, au Congo. Il n'est pas question, bien sûr, d'envisager d'autres solutions. Voilà, chers auditeurs, les nouvelles que je souhaitais vous transmettre. Nouvelles, en dehors de la dernière, peu réjouissantes, nouvelles tragiques, que ce soit en France ou au Caucase. Je continuerai malgré tout à vous donner les nouvelles de ces tragédies avec l'éclairage particulier que toujours je cherche à donner. Merci, chers auditeurs, et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous.